Come on, folks. Right. Oh, yeah. Pack your things, baby. Now put on your shoes. Let's take a break. Turn it loose. Come for a ride. I wanna take you out. Yeah. Come for a ride. I wanna take you out. Cet édifice se devait d'être particulièrement imposant. Il s'agit quand même de la première mosquée d'Al-Andalus. Au Xe siècle, Cordoue est à son apogée. Elle est la capitale d'un vaste territoire. Et en France, les artisans qui travaillaient le cordoban ont même pris le nom de cordonnier. C'est par cette porte, la porte de la justice, que l'on accédait autrefois à l'enceinte fortifiée de l'Alhambra. Hermano, pas espagnol. Les musulmans prenaient jamais la fuite avec leur trésor. Il est donc peut-être enterré au fond de la citerne. Le flamenco est un creuset originaire d'un métissage de cultures. Cette fenêtre et ses jalousies sont les seules qui restent du XIVe siècle à Grenade. Bonjour à tous. Nous sommes au sud de l'Espagne, précisément à Cordoue, et je vous propose pour ce nouvel épisode du Grand Tour de faire ensemble un voyage passionnant au cœur d'Al-Andalouse. Al-Andalouse, ce sont ces terres qui, au 8e siècle, ont été conquises par les musulmans. Et bien justement, nous allons découvrir le fabuleux héritage qui nous a été laissé. Un héritage fait à la fois de traditions juives, musulmanes, chrétiennes. Et c'est un voyage qui va nous emmener de Cordoue à Grenade, en passant par Séville et le Portugal. Et notre histoire commence ici, à Cordoue, sur les rives du Guadalquivir. Nous sommes en 711, les troupes arabes sont massées sur la rive opposée du fleuve. En fait, ils font le siège de la ville depuis 3 mois. Cordoue, à l'époque, est tenue par les Visigoths. Et puis, un jour d'orage, eh bien, les Arabes décident de passer à l'attaque. Ils s'engouffrent sur ce pont, profitent d'une brèche et prennent la ville. Et c'est ainsi que commence 7 siècles d'occupation arabe de la péninsule ibérique. À son apogée, Al-Andalouse englobe les villes de Tolède, Grenade, Séville, mais aussi Cordoue, qui devient la capitale de ce vaste territoire. Cordoue est d'abord attachée au califat de Damas en Syrie, dirigé par les Omeyyades. Cette dynastie se fait renverser et massacrer en 750. Le seul survivant va alors fuir jusqu'à Cordoue. Il s'appelle Abdelrahman Ier et fonde ici un État autonome.
Cordoue grandit et s'embellit. La cité devient l'un des foyers les plus brillants du monde musulman. Les philosophes Averroès et Maïmonide y voient le jour. Les habitants de Cordoue vont rapidement s'adapter à un nouveau mode de vie aux influences arabes. Il est 9 h du matin. Les rues sont encore calmes. Les Cordouans se préparent à l'un des événements les plus importants de la ville. Chaque année, pendant les premières semaines de mai, certains habitants ouvrent aux visiteurs la cour intérieure de leur maison, leur patio. Ces cours existent dans les villes méditerranéennes depuis l'époque gréco-romaine. Mais les musulmans vont faire de cet espace un lieu de vie incontournable, avec un point d'eau et des murs agrémentés d'une végétation fournie. Tout est fait pour apporter de la fraîcheur et se protéger des regards extérieurs. Dans le patio d'Araceli, les préparatifs vont bon train. Échale a esas dos necesitan una poquita de agua y esta. Esa también necesita. ¿Ya? Venga. Ce qui est très important, c'est que c'est un patio où nous vivons au quotidien. Nous sommes 3 familles, celle de mes 2 filles et la mienne. Le patio, c'est le lieu où nous nous réunissons. Araceli et ses filles participent tous les ans à la grande fête des patios. C'est le système que nous utilisons habituellement. Mais ce matin, nous arrosons juste le plus urgent. Dans la nuit, nous prenons une autre échelle pour accéder tout en haut. Comme ça, nous pouvons arroser toutes les plantes. Les plantes ont besoin d'une atmosphère humide. Et avec tout ce monde qui va venir ici, la chaleur dégagée par la foule va les fatiguer. Araceli s'attend à recevoir beaucoup de visiteurs aujourd'hui. ¿Qué hora es? Pues las 11 menos cuarto. Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Espera un momentito que enseguida le pasan a ellos el ticket. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la mañana? ¿Lleváis mucho rato esperando? Un poquito. On peut ainsi accéder gratuitement à plus de 50 patios de Cordoue. Madre mía, hay mucha gente, ¿eh? Bueno, esperemos a ver lo que se dé lo mejor posible, ¿vale? Intentaremos que estéis a gusto. Venga, muchas gracias a todos. La singularité de cet événement lui a valu d'être classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Hola, buenos días. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo las riegan en línea? Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Près de 3000 personnes vont se presser chaque jour dans le jardin secret d'Araceli. Je crois que les visiteurs sont curieux. Ils veulent voir à quoi ressemblent nos patios et comment s'y passe notre vie. Le fait d'ouvrir sa maison à tout le monde, c'est quelque chose de spécial. En plus, ici, on décore nos patios d'une façon unique. À l'extérieur, la foule s'amasse dans les ruelles. Devant chaque maison, les files d'attente s'allongent. Il faut maintenant patienter plus d'1 heure pour accéder à un patio. Dans la maison d'Araceli, la tension monte d'un cran. Espera, para la silla de ruedas, espera. Que se aclare un poquito, que puedan andar. Son patio ne désemplit pas,
Mais l'insouciance des visiteurs inquiète Araceli. No tardéis mucho en la foto para que puedan entrar. Caballero, 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 eso no se puede hacer. Es que se destrozan un pelín. Caballero, es que no se puede meter dentro. Tengo puesta la silla por... ¿Sabe qué pasa? Que le dan a las flores sin querer. Así la baba, así, así la baba que yo la vi. ¡Hasta! ¡Vámonos ya! ¡Ole, la Gracia de Utrera! Vamos a salir. Todo eso hace un poquillo de que... Ça m'angoisse un peu quand je vois tous ces visiteurs se jeter sur mes plantes pour prendre des photos. Ils ne se rendent pas compte que j'ai passé toute une année à les bichonner. Ce n'est pas pour qu'elles soient détruites en quelques jours. Ea, pues vamos a salir, que cerremos, que también tenemos que descansar y comer. Au bout de quelques heures éprouvantes, Araceli retrouve enfin son havre de paix. À l'abri des regards, en famille, le patio retrouve son usage habituel. Ici, on peut se retrouver, on fait des anniversaires, des fêtes, et quand on a envie de se voir, on descend et les enfants jouent pendant qu'on discute. Je ne peux pas imaginer ma vie sans mon patio. J'ai toujours vécu avec mes parents. Ils avaient une maison avec un patio, des plantes. C'est ma mère qui s'occupait de tout et moi je l'aidais. Maintenant, ce sont mes filles qui me donnent un coup de main de temps en temps pour l'entretien. C'est un héritage. À l'époque d'Al-Andalouse, un autre lieu tient une place importante à Cordoue, la mosquée. Nous nous rendons au cœur de la ville. Voici l'ancienne mosquée de Cordoue, construite par Abdelrahman Ier en 785. C'est devenu l'un des symboles de l'architecture de cette période, un chef-d'œuvre absolu de l'histoire de l'art. La façade est très intéressante parce qu'on trouve encore aujourd'hui des traces de cette période d'Al-Andalouse avec des inscriptions en arabe qui rappellent les différents piliers fondamentaux de l'islam. Des traces sur la façade à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, bien que cette mosquée soit devenue aujourd'hui une cathédrale. Désormais, le bâtiment porte officiellement le nom de mosquée-cathédrale. Son histoire est double, à la fois catholique et musulmane. L'architecture de l'édifice répond aux règles de l'islam, avec son patio et ses nombreuses fontaines. L'eau est destinée aux ablutions rituelles. À l'intérieur, près de 900 colonnes soutiennent la mosquée. Chacune d'entre elles présente des détails particulièrement intéressants. Nous avons rendez-vous avec Gabriel Rebello. Il est architecte. On se rend bien compte que pour la construction de cette mosquée, Abdelrahman Ier utilise des colonnes d'un ancien bâtiment romain. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Cela s'explique par l'une des passions d'Abdelrahman, qui aimait collectionner les vestiges antiques.
Seul problème, les colonnes romaines sont trop courtes et trop fines pour les grandes ambitions d'Abdelrahman. Cet édifice se devait d'être particulièrement imposant. Il s'agit quand même de la première mosquée d'Al-Andalus. Alors pour y arriver, ils vont avoir une idée brillante. C'est ce système des doubles arcs. L'arc du dessous stabilise la structure et l'arc du dessus supporte la toiture. C'est une idée géniale. Et c'est tellement malin qu'on va la reproduire au fil du temps sur tous les agrandissements du bâtiment. Pendant 2 siècles, les souverains andalous vont agrandir l'édifice. La mosquée va faire sensation dans le monde musulman. Gabriel nous emmène dans la partie majeure de la mosquée, le mihrab. Des maîtres artisans byzantins ont spécialement été envoyés à Cordoue pour le décorer. Dans la religion musulmane, cette niche indique aux fidèles l'orientation à prendre pour la prière. Toutes les mosquées sont normalement orientées vers la Mecque. À Cordoue, ce mur devrait donc regarder vers l'Est. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il existe une explication si belle et si poétique qu'il faut la raconter. Abdelrahman Ier aurait été tellement nostalgique de la mosquée de sa ville d'enfance, Damas, qu'il aurait alors décidé d'orienter la sienne de la même façon, c'est-à-dire vers le sud. Et donc, comme elle est disposée comme celle de Damas, elle regarde dans la mauvaise direction. Au XIIIe siècle, la mosquée est convertie en une cathédrale consacrée à la Vierge. Les premières transformations sont discrètes. De l'autre côté du patio se trouvait à l'époque d'Al-Andalouse le minaret d'où le muezzin appelait la ville à la prière. La tour est devenue un clocher. Nous suivons Gabriel à l'intérieur de l'édifice. C'est le seul endroit où la façade de l'ancien minaret est encore visible. De l'extérieur, on a l'impression qu'il ne reste plus aucune trace du minaret. Pourtant, il est caché presque entièrement au cœur de ce clocher chrétien. On pourrait comparer ce bâtiment à une poupée russe. Quand on en ouvre une, il y en a une plus petite à l'intérieur. En prenant un peu de hauteur, la vue est spectaculaire. Aujourd'hui, la cathédrale trône au-dessus et au centre du bâtiment musulman. D'ici, on peut très bien voir la toiture islamique qui est horizontale et posée par-dessus le crucifix de la cathédrale. C'est une manière extraordinaire de comprendre l'histoire complexe de ce bâtiment. Construite par des hommes de culture, de religion et d'époques différentes, mais avec un seul objectif, la prière. Au XVIe siècle, sous la pression du clergé, Charles Quint autorise la destruction de la partie centrale de l'ancienne mosquée. On y édifie à la place cette nef gothique. Mais en découvrant le résultat, l'empereur aurait déclaré amèrement « Vous avez détruit ce que l'on ne voyait nulle part pour construire ce que l'on voit partout ».
Mais revenons 7 siècles plus tôt, bien avant l'intervention de Charles Quint, lorsque le bâtiment était encore une mosquée. À l'époque, grâce à son faste, les souverains andalous rivalisent enfin avec Bagdad, la nouvelle capitale du monde musulman. Alors que Cordoue prospère, le reste de la péninsule ibérique se déchire dans des conflits entre groupes musulmans. Un homme va réussir à unifier ce vaste territoire. C'est Abdelrahman III. En 929, il s'autoproclame calife, la plus haute distinction musulmane. Il s'affranchit ainsi du pouvoir de Bagdad et devient l'unique autorité à régner sur tout le territoire d'Al-Andalouse. Abdelrahman III fait bâtir une somptueuse capitale à moins de 10 km de Cordoue, au pied de la Sierra Morena. Voici les vestiges de Madina al-Zahra. Son nom signifie « la vie qui brille ». 10 000 ouvriers, artistes et décorateurs sont mis à contribution pour la construction de la cité. La ville est achevée pendant la seconde moitié du Xe siècle, après environ 40 ans de travaux. Todos los materiales hay que recomponerlos. Y eso es lo primero que tenemos que hacer antes de que empiece la ejecución del proyecto. Hay que investigar todo esto. L'archéologue José Escudero Aranda est le directeur des fouilles. Il est chargé de reconstituer le palais. C'est sans aucun doute la meilleure matière sur laquelle puisse travailler un archéologue. Pouvoir toucher ces pierres et se dire qu'elles sont d'origine, c'est quelque chose de très émouvant pour moi. Je suis stupéfait par la capacité qu'avaient les Arabes pour combiner l'architecture et la beauté de la décoration, presque en filigrane. Cette décoration est très importante, car elle nous permet de mieux nous rendre compte à quoi pouvait ressembler cet édifice à l'origine. Sans ça, ce site ne serait rien. En un siècle, seuls 10% de la cité ont été mis au jour. Les fouilles ont permis d'imaginer à quoi pouvait ressembler Madina al-Zahra à son apogée. Au temps du califat, le protocole mis en place est spectaculaire. Tout est fait pour impressionner les visiteurs venus des autres royaumes. Les délégations sont guidées jusqu'au salon de réception le plus luxueux, le salon d'Abdelrahman III. On pourrait comparer Madina al-Zahra au château de Versailles. Les deux s'appuient sur le même objectif. Ce sont des centres fondés par un souverain et destinés à asseoir son pouvoir politique. Mais il y a une légère différence, car si Versailles est un château, Madina al-Zahra est une ville. Et ce n'est pas une petite ville. Par exemple, Paris, en comparaison avec Madina al-Zahra, devait être une toute petite bourgade. À l'époque, plusieurs milliers de personnes vivent ici. La cité s'étend sur 112 hectares. Abdelrahman III installe sa demeure privée sur les premières pentes de la colline. Voici la vue du calife. Il n'avait pas seulement l'unique vue sur l'intégralité de cette ville, mais il pouvait aussi admirer tout son territoire alentour. C'est une exposition très symbolique, car il s'agit ici du point le plus haut de la cité, mais aussi le point le plus visible, ce qui est non seulement au sommet de l'État, mais aussi au sommet de la société islamique andalouse.
c'est le calife. Et le symbole concret de son pouvoir, c'est cette demeure. À peine 70 ans après son inauguration, Madina al-Zahra va être mise à sac lors d'une attaque berbère. Une cité s'éteint, mais une autre rayonne toujours. C'est Cordoue. À la fin du Xe siècle, elle devient même la ville la plus peuplée d'Europe. Les marchandises, fabriquées ici, se vendent dans toute la péninsule ibérique. Un artisanat se développe particulièrement, c'est le travail du cuir. Dans cet atelier, on le sculpte, on le découpe, on le teint depuis plusieurs générations, un savoir-faire millénaire. Cette technique est originaire de Libye. Elle a été introduite à Cordoue par les artisans musulmans. D'après Francisco José Rodríguez, la qualité de la peau, quant à elle, ne pouvait naître que sur ces terres, là où 3 religions ont cohabité. Les musulmans n'étaient pas autorisés à toucher la peau de cochon. Les juifs, la peau d'agneau, et les chrétiens avaient aussi leurs obligations religieuses. C'est pourquoi l'animal que les artisans ont choisi ensemble a été la peau de chèvre. Il en a résulté une peau d'excellente qualité par sa flexibilité, son imperméabilité et sa résistance. Ces cuirs ouvragés servaient à décorer les murs. C'est l'ancêtre du papier peint. Les peaux de chèvre vont également se vendre sans ornementation dans toutes les villes d'Al-Andalouse, et même au-delà. Pour bien souligner son origine, les marchands appellent ce cuir le cordoban. Il y avait une vraie demande pour ce cuir merveilleux. Les chaussures, les gants, on les fabriquait uniquement en cuir de Cordoue. Et en France, les artisans qui travaillaient le cordoban ont même pris le nom de cordonnier. À cette époque, les artisans de Cordoue pratiquent leurs activités en plein cœur de la ville. Là où se trouve désormais l'ancien quartier juif, aussi appelé la Rouderia. Au temps des Wisigoths chrétiens, la communauté juive était persécutée. La nouvelle domination musulmane va changer la donne. Les Juifs doivent s'acquitter d'une taxe, mais ils sont libres de pratiquer leur culte et leurs activités. Au Xe siècle, on parle de l'âge d'or des Juifs de Cordoue. Sebastián de la Obraciera est historien. Il connaît mieux que quiconque le passé de ces ruelles. Nous sommes ici dans un vrai labyrinthe. Tout le quartier juif est un labyrinthe. À cet angle-là, il y avait un cordonnier. Et à cet angle-là, quelqu'un qui travaillait l'argent. Et si on cheminait par cette rue, on se retrouvait nez à nez avec un boulanger. Les meilleurs boulangers de Cordoue étaient juifs. C'était un quartier vivant et surtout qui n'était pas fermé. C'est-à-dire qu'il n'était pas isolé par rapport à la ville. Il faisait partie du cœur de la ville. Nous marchons à présent vers la faculté des lettres de Cordoue. Elle aurait été bâtie à l'emplacement de la plus grande bibliothèque au temps d'Al-Andalouse.
On dit que cette bibliothèque rassemblait une collection impressionnante de près de 400 000 manuscrits. Les manuscrits, qui venaient de toute la Méditerranée, avaient besoin d'une traduction, car ils étaient en grec, en latin. Et ceux qui connaissaient le latin et le grec à Cordoue, c'étaient les Juifs. Au sein de cette communauté, un homme aura une influence considérable sur Abdelrahman III. Il s'appelle Asdaï bin Chaprout. Il est nommé médecin personnel du souverain. Fin diplomate et fidèle conseiller, il apporte aussi son aide dans les traductions. Asdaï bin Chaprout est chargé de recevoir un cadeau envoyé par l'empereur de Byzance au calife de Cordoue, Abdelrahman III. Ce cadeau, ce sont des volumes d'un ouvrage écrit par Dioscoride, appelé des Materia Medica. C'est le texte le plus important sur la connaissance de la médecine de l'époque. Dioscoride est un médecin grec du 1er siècle après Jésus-Christ. Dans son ouvrage, il décrit tous les médicaments utilisés à son époque. Asdaï monte alors une équipe pour traduire en latin et en arabe l'ouvrage de Dioscoride. Cette traduction permet d'offrir à toute la culture hispano-musulmane non seulement les connaissances de la technique médicale, mais surtout les bases de la grande pharmacologie andalouse. Toutes les connaissances de la pharmacopée naissent de cette traduction de l'ouvrage de Dioscoride. Grâce à ces initiatives, la civilisation musulmane redécouvre les plus grands ouvrages scientifiques hérités de l'Antiquité. Astronomes et géographes développent de nouveaux instruments de mesure des astres. Les mathématiciens posent les bases de l'algèbre. Ils apportent même en Europe la connaissance du zéro. L'héritage de l'Andalouse se retrouve également dans les langues européennes. Algèbre, alchimie, hasard, mais aussi chiffres. Environ 600 mots d'origine arabe sont passés dans la langue française. À Cordoue, au bord du Guadalquivir, les ingénieurs installent des moulins pour acheminer l'eau du fleuve dans toute la ville. Au Xe siècle, un habitant de Cordoue va particulièrement marquer de son empreinte la médecine. Il s'appelle Aboul Cassis. On le considère aujourd'hui comme le père de la chirurgie moderne. À l'hôpital de la Croix-Rouge de Cordoue, nous rencontrons le docteur Carlos Pera Madrasso. Ce chirurgien connaît bien les travaux d'Aboul Cassis. Il y a deux types de chirurgiens, ceux qui inventent des instruments et ceux qui les utilisent. Et lui faisait partie de ceux qui les imaginaient. C'était un inventeur très créatif. Par exemple, en gynécologie obstétrique, on pourrait parler des forceps. Aboul Cassis les utilisait déjà pour l'extraction des fœtus, même si à cette époque, ce n'était pas pour extraire des bébés vivants, mais seulement pour les fœtus morts. Les conditions étaient quand même différentes à l'époque. Et pour la seringue, le principe est le même. On a le réservoir, le poussoir, et son dessin était prolongé par un petit étui avec une aiguille. Par contre, à l'époque, il les fabriquait en argent ou en ivoire. Cordoue était une ville réputée pour ses orfèvres. Il y avait donc à cette époque beaucoup d'artisans capables de lui fabriquer ses instruments. Durant toute sa vie, Aboul Cassis va consigner ses recherches dans une trentaine d'ouvrages. Ses livres serviront de référence pendant plusieurs siècles.
C'est le facsimilé d'une traduction en latin qui date du XIVe siècle. Albucasis a écrit un sommaire qui va de la tête et arrive jusqu'aux pieds. La description commence par le haut du corps et descend au fur et à mesure. Par exemple, il aborde d'abord le traitement des maux de tête, puis parle de l'ophtalmologie, ensuite de l'odontologie, et ce, jusqu'au doigt de pied. En plus, dans ce 30e volume, il souligne l'importance de la chirurgie et par-dessus tout, l'importance de l'anatomie. Il livre des dessins d'instruments à profusion, il décrit chaque ustensile et explique comment l'employer. C'est un livre très ordonné dans lequel, pour la première fois, on constate un esprit chirurgical qui n'existait pas dans la médecine de cette époque. Grâce aux travaux d'Abulcasis, la chirurgie devient une discipline à part entière dans la médecine. Cordoue se distingue une nouvelle fois par son foisonnement intellectuel. Au Xe siècle, Cordoue est à son apogée. Elle est la capitale d'un vaste territoire qui recouvre pratiquement l'ensemble de la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne actuelle, jusqu'à la partie sud du Portugal. On appelle alors ce territoire Garb al-Andalus, c'est-à-dire à l'ouest de l'Andalous. C'est justement là où je vous emmène. Sur notre route, de nombreuses forteresses se dressent à des points stratégiques, comme ici, à Silves. Elles permettaient de surveiller et de protéger cette province d'Al-Andalouse. Nous arrivons à Mertola, une petite ville médiévale au sud-est du Portugal. Les musulmans y installent un château fort et une mosquée aujourd'hui transformée en église. En fait, ce magnifique village tient sa renommée de ses vestiges archéologiques. Ils attestent du passé glorieux de Mertola au temps d'Al-Andalouse. Depuis 30 ans, Claudio Torres travaille sur ce vaste chantier. Ici, nous sommes dans ce qui était la rue principale. Et là, il y avait des latrines qui se trouvent à l'intérieur de la maison. Les eaux usées coulaient sous ce mur vers l'extérieur jusque dans ce puits qui était couvert. Dans des villes comme Londres ou Paris, ce genre d'égout n'existait pas encore. On jetait les déchets par la fenêtre et on criait aux passants « Attention à l'eau !» et tout finissait dans la rue. Nous sommes en train de découvrir notre passé. Nous savons aujourd'hui, par exemple, qu'une grande partie de ce monde rural du sud de notre pays était berbère. C'est les mêmes que dans le Rif, au Maroc, ou en Kabylie, en Algérie. C'est un monde commun des deux côtés de la Méditerranée. C'était la même culture, la même société. Une fois la nuit tombée, nous retrouvons Claudio et l'un de ses amis archéologues, Santiago. Dans cette taverne, des groupes d'hommes entonnent des chants de bergers aux sonorités orientales.
Cette musique, cette manière de chanter est fondamentale pour s'apercevoir du mélange de ces deux mondes. Le monde occidental paysan et le monde pastoral de la montagne. Et aussi le monde oriental avec ses douces modulations de la musique qui venaient surtout du Caire et d'Alexandrie et des zones les plus urbanisées de l'Orient. L'influence orientale n'est pas uniquement présente dans les chants. Un plat bien particulier a lui aussi traversé la Méditerranée. La tête de mouton. Pour Santiago, manger cette partie de l'animal fait partie d'un véritable rituel. La tête de mouton, elle me rappelle ce passage vers l'adolescence. Ça veut dire, quand on est admis dans une taverne pour manger une tête de mouton avec un verre de vin, ça veut dire qu'on est déjà un peu grand. On n'est pas adulte, mais on commence à devenir adulte. Et on sait aussi qu'on mangeait les têtes de mouton en époque islamique. Un des aspects les plus intéressants de ce rituel, c'est que nous avons retrouvé beaucoup de têtes de mouton dans nos fouilles. Cela prouve bien que cette coutume ancienne n'a jamais cessé d'exister et qu'elle s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Nous quittons Mertola et parcourons 130 km vers le nord. Voici Évora, l'une des plus belles villes du Portugal. Ces bâtiments témoignent des différentes influences qu'a connues la cité du temps des Romains, à son âge d'or au XVe siècle, lorsqu'elle devient la résidence des rois portugais. Elle restera aussi près de 5 siècles sous contrôle musulman. Ce palais résume toute l'histoire de la ville. Nous sommes chez les Cadaval, l'une des plus anciennes familles d'Évora. Elle est où la balle? Le prince Charles-Philippe d'Orléans est un descendant des rois de France. Voici sa femme, d'origine portugaise, la duchesse de Cadaval. Le palais Cadaval est dans ma famille depuis plus de 600 ans. Je suis la 11e génération. Vous voyez ici Isabelle, qui un jour sera la 12e génération, qui aura la responsabilité de maintenir cette maison qui est dans la famille depuis toujours et qui nous est très chère. Voilà, on va voir maman. Les Cadaval sont l'une des dernières familles aristocrates à encore posséder leur palais d'origine. Si leur histoire commence au XIVe siècle, celle des fondations du bâtiment est encore plus ancienne. Le palais Cadaval a été construit sur les ruines du palais Mort, qui lui-même était construit sur les ruines du palais du gouverneur romain. Et pour quelle raison? Parce que c'était au sommet de la colline, extrêmement stratégique, bien évidemment. La famille de Diane, donc, n'a fait que suivre cette logique stratégique en faisant ici un château fort qui, avec le temps, s'est converti en palais. Au XVe siècle, la famille Cadaval fait construire l'église Saint-Jean l'Évangéliste accolée au palais. Charles-Philippe d'Orléans
nous ouvre ses portes. Elle est considérée comme l'une des plus belles églises privées du Portugal. Les murs de l'église sont recouverts de 500 mètres carrés d'azulejos. Un trésor exceptionnel. L'origine de ces fameux carreaux de faïence remonte à l'époque de l'Andalouse. Les musulmans introduisent ici cet art décoratif aux formes géométriques de l'Orient. Au fil du temps, les azulejos évolueront vers un style plus figuratif. En fonction des familles et de leur richesse, certains construisaient une petite chapelle, d'autres une église. La famille Cadaval avait construit une grande église et un monastère. Les azulejos, c'est pareil. Ceux qui avaient peu de moyens mettaient des azulejos dans leur salon, ce qui était déjà très bien, ou dans leurs escaliers d'honneur. Mais c'était encore mieux vu de bâtir une chapelle ou une église entièrement décorée d'azulejos tels que nous l'avons ici. Charles-Philippe d'Orléans veut nous montrer à présent des vestiges de l'époque d'Al-Andalouse. Il se cache au centre de la nef, sous cette trappe. C'est une citerne qui date du temps des Arabes. C'est un des plus grands vestiges de cette époque qu'il nous reste. L'eau était un élément central dans ces forteresses du temps des musulmans. Ils avaient ce génie de trouver les sources et ils bâtissaient leurs forteresses autour. Ce puits fait environ 18 mètres de profondeur et on s'en rend compte quand on laisse tomber le caillou. Et il y a une légende autour de ce puits, c'est celle d'un trésor. Les musulmans prenaient jamais la fuite avec leur trésor, ils l'enterraient. Ce trésor n'a jamais été trouvé, il est donc peut-être enterré autour, près de cette petite citerne, au fond de la citerne ou sous ce palais. Sur cette place, Charles-Philippe d'Orléans nous fait découvrir à présent l'un des symboles d'Evora. Il évoque la principale légende sur la prise de la ville aux musulmans. Ce symbole raconte l'histoire du chevalier Gérard sans peur. Gérard est considéré comme le Cid portugais. Au XIIe siècle, le premier roi du Portugal, Dom Afonso Henriques, n'arrive pas à reconquérir la ville d'Evora et demande à ce chevalier, Gérard, d'utiliser la force ou la ruse. Il rentre dans la ville d'Evora comme commerçant, il arrive à séduire la fille du gouverneur et se fait inviter à dîner. Le soir de l'invitation, il prend la tête du père, il la coupe et il coupe également la tête de la fille et c'est ainsi qu'il fait rentrer les troupes chrétiennes dans le fort de la ville. C'est un peu cruel, mais ça montre à quel point les musulmans avaient vraiment bien pris une place forte, notamment ici dans cette ville d'Evora, et qu'il n'y avait aucun moyen de les pousser de la ville par la force. Il fallait donc utiliser la ruse. Et à cette époque-là, la ruse n'avait pas de limite, l'imagination était totale. Au début du XIe siècle, ce vaste territoire devient impossible à contrôler. En 1031, le califat de Cordoue est dissous. Il laisse place à plusieurs petites principautés musulmanes. C'est le début d'une longue reconquête de la péninsule par les rois chrétiens. On appelle cette période la Reconquista. Retour en Espagne, notre voyage continue vers Tolède, à seulement 70 km de Madrid. Du haut de son promontoire, Tolède domine le Tage.
Elle sera l'une des premières villes majeures à tomber aux mains des catholiques. Nous prenons la direction du centre historique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. En haut de la colline s'élève l'Alcazar de Tolède. C'est également ici que se trouve la cathédrale de la ville, avec sa bibliothèque. Après la Reconquête, commence un vaste chantier de traduction de ses ouvrages. Luis Miguel Pérez Cañada est le directeur de l'actuelle école de traduction de Tolède. Un grand nombre de documents de l'époque est conservé sur ces étagères. Cet ouvrage est une compilation de quelques traductions de Gérard de Crémone. C'était un scientifique de Lombardie qui va entendre dire qu'à Tolède sont conservés des manuscrits classiques de l'époque gréco-romaine qui ont été traduits en arabe et qui sont encore inconnus en Europe. Gérard de Crémone va venir s'installer à Tolède, apprendre l'arabe et en 40 ans, il va traduire environ une centaine d'œuvres. C'est totalement incroyable à une époque où il n'existait même pas encore Internet. Gérard de Crémone, comme de nombreux autres jeunes scientifiques européens, a été invité par l'archevêque Raymond Ier, un moine bénédictin originaire d'Aquitaine. C'est lui qui a véritablement lancé l'école de traduction de Tolède. Cette jeunesse du monde vient chercher des livres d'astronomie, d'astrologie, d'alchimie, de mathématiques, de mécanique, de médecine et de sciences occultes, parmi d'autres. On disait que pour apprendre la théologie, on voyageait à Paris. Pour apprendre le droit, à Bologne, la médecine, à Salerne. Et par contre, pour les sciences occultes, et tout ce qu'un bon chrétien ne devait pas apprendre, on se rend à Tolède. Ces traductions se poursuivent jusqu'au XIIIe siècle. Grâce à cet engouement pour les textes arabes, les communautés musulmanes et juives continuent de tenir un rôle important à Tolède. À quelques pas de là, se dresse la synagogue El Transito, construite au XIVe siècle. Certaines inscriptions sur les murs rappellent le passé multiculturel de la ville. C'est durant le règne d'un roi chrétien qu'a été construit ce bâtiment dans lequel nous sommes. Vous voyez ici, dans ce coin supérieur de l'édifice, cette inscription en arabe. Elle dit « Bonheur et prospérité ». Elle nous illustre bien le pouvoir qu'a pu représenter la langue arabe et toute l'importance qu'elle avait gardée aux yeux de ce roi. Depuis l'an 1085, Tolède est donc chrétienne. Mais certains royaumes d'Al-Andalouse résistent toujours à la Reconquista. Nous retournons à présent en Andalousie, 400 km plus au sud. Sur notre chemin, des milliers d'hectares de champs d'oliviers. Prochaine étape de notre périple, Séville. Avec plus de 700 000 habitants,
Elle est aujourd'hui la 4e ville d'Espagne et la capitale de l'Andalousie. La statue d'un personnage célèbre de la Reconquista trône en plein cœur de la ville. Parmi tous les acteurs de la reconquête catholique, il y a un nom qui nous est particulièrement familier, c'est celui du Cid. Alors le Cid, vous le savez, on le connaît à travers la pièce de Corneille, à travers également l'opéra de Jules Massenet. C'est ce chevalier Rodrigue, un chevalier valeureux. Eh bien, ce personnage a réellement existé. C'est d'ailleurs un héros national en Espagne. Son véritable nom, Rodrigo Diaz de Bibar. Mais en fait, sa personnalité était beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambigu que nous le révèle la littérature. Certes, c'était un chevalier, mais un chevalier mercenaire, c'est-à-dire qu'il a combattu à la fois aux côtés des catholiques et des musulmans. Et c'est d'ailleurs pour un émir musulman qui part à la conquête de Valence, Valence qu'il rendra, qu'il donnera, qu'il offrira aux catholiques après avoir retourné sa veste, d'où cette statue. Séville voit le jour autour des rives du fleuve Guadalquivir. Au XIe siècle, elle est toujours musulmane. C'est même le royaume le plus important dans l'Andalouse. Son centre historique est unique. Il témoigne des différentes influences qu'a connues la ville. Le clocher de la cathédrale est également le monument emblématique de la présence musulmane. Il s'agit en réalité du minaret de l'ancienne mosquée, le plus grand et le plus haut d'Europe à l'époque de sa construction. Aujourd'hui, on l'appelle la Giralda, en raison de la girouette ajoutée à son sommet au XVIe siècle. Nous avons rendez-vous à présent avec Jesus Pozuelo. Il vient de terminer ses études de sciences humaines et patrimoine. L'image que nous avons de la Giralda n'est pas la même que celle qu'elle était lors de la construction. Car en 1198, lors de l'inauguration du minaret, elle a été couronnée par 4 sphères dorées de dimensions décroissantes. L'utilisation de ces globes dorés avait une fonction de propagande. Ils brillaient et on pouvait contempler, depuis la campagne de Séville, ce phare spirituel comme une métaphore qui resplendissait de là-haut grâce au soleil. On les voyait depuis toute la campagne qui encerclait Séville. Ce monument exaltait le pouvoir du calife et le pouvoir de l'islam. Le souverain de l'époque, Yacoub Youssouf, vient du Maghreb. Il s'est fortement inspiré du minaret de Marrakech pour édifier celui de Séville. Au pied de ce monument de 100 mètres de haut se trouve un détail étonnant. Une pierre portant des inscriptions romaines. Il est singulier de rencontrer des éléments romains à la base de la Giralda. Ils ont été utilisés pour cimenter une tour de cette dimension sur un sol comme celui de Séville, qui est un sol argileux, aqueux et peu stable. C'est une grande île de pierre qui a été bâtie pour cimenter l'actuelle Giralda. C'est en fait la pierre tombale d'un commerçant romain mort 1000 ans avant la construction du minaret. La récupération de matériaux était habituelle à l'époque. À l'intérieur du bâtiment, la rampe d'accès a été réalisée en pente douce pour que le muezzin puisse accéder à cheval au sommet. C'est ici
qu'avait lieu 5 fois par jour l'appel à la prière. D'en haut, la vue sur Séville et ses environs est imprenable. Un avantage considérable au XIIIe siècle pour prévenir des attaques des catholiques qui cherchent alors à s'emparer de la ville. Pour se protéger, les musulmans se dotent d'un système défensif hors du commun. Près de 8 km de remparts, plus de 160 tours et 13 portes pour fermer la ville. Parmi ces fortifications, la majestueuse Tour de l'Or. Nous allons maintenant sur une partie méconnue de la muraille. Nous sommes sur les anciens remparts de Séville. Ces remparts avaient une fonction défensive contre les attaques des rois catholiques qui déjà s'avançaient. Ces remparts font partie d'une muraille qui ceinturait la ville jusqu'au fleuve. Le fleuve qui se trouve à quelques mètres au sud. On pouvait marcher de la porte de l'Alcazar à la Tour de l'Or sans toucher le sol de la ville. Il y a de nombreux Sévillans qui ne connaissent pas ce lieu. Il est méconnu et cette partie du rempart, comme la Tour de l'Argent, sont cachées. C'est moins touristique et plus tranquille. C'est pour ça que je l'adore. Nous nous dirigeons vers l'ouest de Séville, dans l'un des quartiers les plus anciens de la ville, Triana. Jesus a grandi ici. Avec lui, nous rencontrons sa tante, Amalia Diaz Carrera. À l'époque, dans l'Andalouse, Triana est l'un des quartiers les plus peuplés de la ville. Jesus tient à nous faire découvrir la préparation de gâteaux typiquement sévillans, les pestignos. Ils sont directement hérités de l'époque musulmane. Ces pâtisseries sont traditionnellement consommées pendant les fêtes chrétiennes, à Noël et à Pâques. Le pestigno ressemble beaucoup à un gâteau arabe qui s'appelle shebakia et qui se mange pendant le ramadan. Il a, comme le pestigno, une haute valeur énergétique. On utilise du miel et les mêmes épices pour le préparer. Ça, c'est du sésame. En Andalousie, on dit ajonjoli, ou ajoli ici à Séville. D'ailleurs, c'est un terme arabe. Ça, c'est de la matalova. Elle a la même odeur que l'anis. On dirait du pastis de Marseille. Ensuite, on a de la cannelle, une épice plus douce, plus connue, très utilisée dans la gastronomie arabe. On a aussi du clou de girofle, typique des pays musulmans pour ces gâteaux. D'après Jesus, sa tante fait les meilleurs pestignos de Séville. Une collègue de travail m'a montré comment confectionner les pestignos. J'ai appris et maintenant je les fais mieux qu'elle, selon ce qu'elle dit. Ça fait une 30aine d'années que je les fais. Los voy a sacar ya, ¿sabes? Tengo que calentar la miel. Tiene que hervir un poquito.
Está buena. Me va a dar un empacho. Le quartier de Triana est considéré comme le berceau du flamenco, une musique typiquement andalouse. Le flamenco s'est développé au XIXe siècle dans les patios, sur les places, dans les rues de Séville. Des artistes comme Gustave Doré font connaître le flamenco en France. Ils viennent en Andalousie pour s'encanailler, attirés par la sensualité de la danse. Siete, ocho, nueve, 10. Nous sommes dans le studio d'Andrés Marín. Il est né à Séville et danse sur les scènes du monde entier. Pour lui, la présence musulmane en Andalousie a indéniablement nourri le flamenco, dans la musique, le chant, dans la manière de danser aussi. Pero mira, tú lo haces así, ¿eh? Plaf. Y yo te hago. Dentro. Los golpes son lo más difícil del flamenco. Le flamenco est un creuset originaire d'un métissage de cultures. Ici, il y a une série de cultures. Je ne dirais pas intégrées, mais coexistantes. Ici, le quartier juif avait ses propres murs. Les Arabes avaient leurs propres murs, et les chrétiens aussi avaient leurs propres murs. Ils coexistaient. Et c'est de là qu'est né le métissage musical qui s'est nourri de ces cultures. Et c'est resté dans le peuple. Ils s'écoutaient, s'imitaient et chantaient. Rien de plus. Andrés a toujours été bercé par le flamenco. Son père était danseur, sa mère chanteuse. Pour lui, le flamenco est un art, bien loin du folklore touristique. Tiene un motivo, una razón de ser. Es un remate de entrada. Entonces hay que entrar con alegría. Y ya está. Y la estética no es tan importante. Es más importante la energía. Cada uno luego lo hace como sea. Si trinca la energía, tiene razón de ser. Si trinca la estética, no sirve. ¿Vale? Otra vez. Tranquila, ¿eh? A ver, venga. ¡Ey! La cara arriba, Vicky, en el suelo no hay nada. Ahí, ¡vámonos! ¡Ey! ¡Ese! Carmen, esto me lo hace todo igual. Qué difícil, ¿eh? Le soir, Séville vit au rythme du flamenco. Avec Andrés Marín et ses amis, nous nous rendons dans un bar d'aficionados. Ils veulent nous faire écouter une voix singulière, celle d'Herminia Bora.
Cette artiste sévillane a chanté avec les plus grands comme Paco de Lucía. En 1248, Séville vit un événement capital de son histoire. Les catholiques reprennent la cité. Nous sommes à Séville, le jour du Corpus Christi. C'est l'une des fêtes catholiques d'Andalousie les plus anciennes. Elle date de l'époque de la Reconquête. À cette occasion, une procession parcourt les rues de la ville. La fanfare et la police de Séville, en tenue d'apparat, prennent également part au défilé. Au XIIIe siècle, les catholiques vont assiéger la ville pendant 17 mois. Le héros de la Reconquête, c'est lui, le roi castillan, Ferdinand III. Non loin, derrière ces fortifications, s'élève le palais des souverains musulmans, l'Alcazar royal. Il a été déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO en 1987. Au moment de la Reconquête, les rois catholiques vont y établir le centre de leur pouvoir. Nous y pénétrons après sa fermeture et le départ des visiteurs. Quand il arrive ici, à l'Alcazar, le roi Ferdinand III de Castille est saisi par la beauté des lieux, subjugué par l'exubérance de ce palais qui contraste en effet avec l'austérité des châteaux chrétiens. Et il décide de s'installer ici, d'en faire son palais, sans rien toucher. C'est le fils de Ferdinand III, Alphonse X, qui va être le premier à vouloir transformer l'Alcazar, à lui donner une touche, une empreinte chrétienne, et il va faire construire au sein de l'Alcazar ce palais gothique où nous nous trouvons. La volonté de christianiser l'Alcazar ne va pourtant pas durer. En 1364, Pierre Ier fait construire un somptueux palais à quelques mètres. Cette inscription en lettres gothiques
fait l'apologie du roi Pierre Ier. L'autre, en bleu, en caractère arabe, est la devise musulmane « Allah est le seul vainqueur ». Elle symbolise la coexistence des deux cultures. L'intérieur est saisissant. Construit par des artistes musulmans, le palais est une succession de salles et de patios, un véritable chef-d'œuvre de cet art que l'on appelle Mudéjar, l'art des musulmans vivant en Espagne après la Reconquista. Nous rejoignons Gloria Laura Serrano. Cette professeure d'histoire médiévale attire notre attention sur cette porte, sculptée il y a 650 ans par les ébénistes de Tolède. On peut observer une chose fondamentale. C'est la combinaison des deux éléments chrétiens et musulmans sur chaque côté de la porte. Nous avons, par exemple, le lion et le château, emblème des rois de Castille, avec toute la décoration d'étoiles et de rubans propres à l'art musulman. Sur cette surface, remarquez la richesse du coloris. Dans le monde musulman, normalement, la décoration s'accompagne de couleurs très brillantes. Quand on voit les palais aujourd'hui, on les voit monochromes. Mais en réalité, à l'époque de la construction, tout était un éblouissement de lumière et de couleurs. Ce sont des sociétés opposées politiquement, mais qui s'influencent beaucoup l'une l'autre. Nous avons des quantités d'exemples où les chrétiens célèbrent des fêtes musulmanes, circoncisent leurs fils et ne consomment pas la viande de porc. Et nous avons par contre des musulmans qui célèbrent la fête de Noël. Dans ce palais Mudéjar, les chrétiens ne vivent pourtant pas exactement à la manière musulmane. Ils gardent leur propre code, leur propre façon de vivre au quotidien, notamment concernant le rôle de la femme dans la société. La participation de la femme à la politique, tant dans le monde chrétien que dans le monde musulman, existe. Mais dans le monde chrétien, la participation de la femme en politique est évidente, tandis que les femmes de sultans ne peuvent agir de la sorte publiquement. Le rôle de la femme est important, mais la femme musulmane doit être invisible, alors que la femme chrétienne est ici présente, recevant les ambassadeurs et participant. À la suite de la reconquête de Séville par les catholiques, 300 000 musulmans quittent la ville. Ils se réfugient aux alentours, dans les villages faisant toujours partie des territoires d'Al-Andalouse, comme Arcos de la Frontera, où nous nous trouvons. C'est l'un des plus beaux villages blancs d'Espagne. Il rappelle ceux de l'Atlas marocain. Au XIIIe siècle, le village se situe sur la frontière, la Frontera, entre les deux territoires musulmans et catholiques. Il s'est donc nourri des deux influences. En bas, dans la vallée, un autre village, Jerez de la Frontera. Il a été profondément marqué par Al-Andalouse. La cité abrite l'école royale andalouse d'art équestre. Elle fait partie des hauts lieux de cette discipline comme Vienne, Saumur et Lisbonne.
Rafael Soto en est l'écuyer en chef. Il a été 5 fois champion d'Espagne, vice-champion d'Europe et médaillé d'argent aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 en dressage. Je suis arrivé à l'école quand j'étais tout jeune. Et pour moi, c'était un honneur de venir ici comme élève. Et vraiment, ça a été le meilleur cadeau pour ma vie. Je suis fier de pouvoir faire ce que j'aime. Pas seulement monter, transmettre aux jeunes toute l'équitation et l'expérience que j'ai eue pendant toute ma vie. Ahí lo tenemos. Allí, de là, hacia C. Ahí, para allá. Y ahora la vuelta, los cambios. De mano, paso español. Pas español. Bien, muy bien. Cambio a 2. Perfecto. Vale. L'une des particularités de l'école est d'enseigner la manière de monter à la vaquera, une technique directement héritée des Arabes. Au XIIIe siècle, dans les combats, les chevaliers chrétiens sont en armure, avec des étriers bas. Ils sont lourds et comptent sur leur force. Les cavaliers musulmans, eux, ont une autre manière de se battre à cheval. Les Arabes, ils avaient une équitation différente. Les chevaux, ils étaient plus petits. Les étriers, ils étaient un peu plus courts. Et les chevaux, ils étaient sans l'armure, les cavaliers aussi, pour pouvoir attaquer les ennemis et développer les mouvements beaucoup plus vite. Parfait. Muy bien. 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 Les habitants de Jerez vont adopter et s'approprier cette technique. Vale. 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 Oui. La manière de monter à la vaquera est beaucoup plus compliquée car elle requiert des exercices plus athlétiques et plus rapides que le dressage classique. Et comme vous pouvez le constater, le cavalier n'utilise qu'une seule main et l'autre main il l'utilise pour tenir la perche ou un autre ustensile. Il dirige le cheval avec les jambes. Comme ça, hein? Ça c'est très important. C'est très difficile. Et maintenant arrêtez doucement. Aujourd'hui encore, cette façon de monter à cheval est restée très ancrée en Andalousie. Elle est utilisée, par exemple, par les éleveurs de taureaux pour la corrida. C'est vraiment, dans cette équitation, tu peux voir l'héritage de beaucoup de siècles avant, dans l'histoire. Beaucoup de monde, il peut voir la même équitation, mais beaucoup de siècles après, les cowboys à l'Amérique. C'est la même chose. Jerez de la Frontera est définitivement reconquise par les catholiques en 1264. En 5 siècles, le territoire d'Al-Andalouse se réduit peu à peu. Les musulmans se replient vers le royaume de Grenade, dernier bastion de la péninsule ibérique à la fin du XIIIe siècle. L'ultime étape de notre voyage. Grenade se trouve au sud-est de l'Andalousie. Elle est protégée par les montagnes de la Sierra Nevada. Grenade va résister pendant plus de 2 siècles aux catholiques. De nouveaux réfugiés affluent de toute l'Andalousie et le quartier de l'Albaïcine est construit pour les accueillir.
À l'époque, le quartier se développe de manière totalement anarchique. Aujourd'hui, la ville compte 240 000 habitants, mais le tracé des rues est resté identique à celui du XIIIe siècle. No, perdonad ustedes. La plus ancienne maison de l'Albaicín date du XIVe siècle. Elle se situe en bordure de la rivière Darro et constitue un témoignage architectural rare et précieux. Carlos Sanchez vit ici. Cet architecte a accepté de nous faire découvrir les lieux. Il y a encore 38 ans, il était locataire d'une partie de la maison. Elle ne ressemblait en rien à ce qu'elle est aujourd'hui, jusqu'au jour où il reçoit chez lui son professeur d'architecture. Mon maître, Rafael Manzano, à peine entré dans le patio, a remarqué cette fenêtre. Il m'a dit, cette fenêtre et ses jalousies sont les seules qui restent du XIVe siècle à Grenade. Carlos, achète cette maison immédiatement. Carlos conserve dans ses tiroirs des fragments d'histoire, de véritables indices qui lui ont permis de restaurer la maison. Ces petites pièces, appelées taoreles, ont été trouvées durant les travaux, dans cette zone du plafond. On a pu reconstituer le plafond grâce à la découpe de ces pièces qui datent de 1375. Il y a quelque chose de magique. Le plafond que nous voyons ici est identique à celui qui fut réalisé au XIVe siècle. Je suis un collectionneur passionné et j'ai recherché des illustrations de la maison. Et j'ai passé de nombreuses années à chercher. Et finalement, il est apparu une chose que je n'espérais plus. J'ai lu que cette maison avait été une chancellerie des morts. Et il semblerait qu'elle fut la propriété du roi Youssouf III à Grenade. Au XIVe siècle, les pièces sont petites et n'ont pas d'usage défini. Il n'y a pas de chambre, on dort sur des coussins dans la salle commune. Ces jalousies, inspirées des moucharabiés, permettent aux habitants, et plus particulièrement aux femmes, de se préserver des regards extérieurs. C'est une autre façon de voir le patio, au travers de la jalousie. L'important était de ne pas être vu de l'extérieur. Et toi, tu pouvais voir le patio parfaitement. Et peut-être que cette partie de la maison était le harem. C'est très beau de voir l'Alhambra à travers ces jalousies. Nous pouvons profiter de cette magnifique vue de l'Alhambra, une vue de laquelle émerge la tour de la Vela, ici, au premier plan. C'est une vue splendide. L'Alhambra, c'est ce palais mythique de la dynastie nasride, incarné par les souverains de Grenade. Mohamed Ben Nazar, dit le Rouge, crée ici un émirat en 1238 et décide d'édifier cette somptueuse forteresse.
Le nom de l'Alhambra, la rouge, vient peut-être du surnom de son fondateur, ou plus simplement de la couleur de la pierre au coucher du soleil. L'Alhambra domine Grenade. Sa construction s'échelonne sur 150 ans. L'enceinte est protégée par 2 km de remparts et une succession de tours de guet. Une véritable ville forteresse. C'est par cette porte, la porte de la justice, que l'on accédait autrefois à l'enceinte fortifiée de l'Alhambra. Elle a été construite en 1348 par le sultan Youssouf Ier. Et on peut y découvrir 2 symboles importants de l'islam, la main de Fatma et la clé du paradis. Et ces 2 symboles ont engendré beaucoup de légendes ici. On raconte que lorsque la main rencontrera la clé, eh bien, l'Alhambra retournera à ses anciens propriétaires, c'est-à-dire les Arabes. Il y en a une autre de légende qui raconte que ce sera tout simplement la fin du monde. L'Alhambra a toujours été une source inépuisable de légendes. Le sultan, sa cour et son harem résident à l'Alhambra. Nous découvrons le palais au petit matin. Une des salles emblématiques de l'Alhambra est sans doute la salle du trône. C'est la plus grande du palais. Elle a été construite en forme de cube parfait. Le plafond est une véritable merveille. Il symbolise la voûte céleste. Le trône est installé dans l'une de ces alcôves. Lorsque le sultan reçoit en audience, il se tient donc volontairement à contre-jour afin de dissimuler l'expression de son visage. Jesús Bermúdez est architecte. Il connaît les lieux comme personne, il y est né. Son père travaillait à l'Alhambra et y disposait d'un logement. Nous sommes dans le Mirador. Grâce au travail de restauration, cette pièce a retrouvé une partie de son aspect d'origine, notamment avec ses peintures qui datent de l'époque d'Al-Andalus. Cet espace est probablement unique dans toute l'Alhambra. Nous savons que cette tour fonctionnait comme un pavillon privé dans lequel le sultan souhaitait se retirer de la vie officielle, de la cour. Comme si le sultan avait voulu se réserver un espace exclusivement pour sa vie intime, sa vie personnelle. Le sultan regardait la ville en bas où se trouvaient ses sujets, et en observant le silence, on entend ce qui se passe en ville. On entend des enfants crier, jouer. On entend les femmes bavarder aux terrasses les unes avec les autres. On entend les hommes et par exemple les bagarres, les disputes entre les personnes. Et il savait donc parfaitement, directement, quelles étaient les impressions de son peuple en ce qui concerne la vie politique. Dans les appartements privés du sultan, il existe un autre lieu exceptionnel. C'est le hammam. Le seul de cette époque conservé en Occident.
Concrètement, dans cet endroit, on relate une anecdote. Le sultan aimait s'appuyer au balcon de la partie haute de cette salle quand ses épouses se baignaient ou se préparaient à prendre leur bain ici. Et à celle qui lui plaisait à ce moment-là, il lui lançait une pomme que l'élu ramassait et le reste des femmes la préparaient, l'habillaient, l'arrangeaient pour s'approcher de son seigneur, le sultan, et le servir à ce moment-là. Hérités des Romains, les hammams se développent en Espagne dès l'arrivée des musulmans. Tous les habitants de Grenade, du plus aisé au plus modeste, se rendent au hammam. La première fonction du bain est l'hygiène corporelle. Les hammams sont composés de 3 pièces. La salle chaude, la salle tempérée et la salle froide. En passant de l'une à l'autre, le corps est soumis à des modifications de température. Les pores se dilatent, permettant ainsi l'élimination des toxines. Traditionnellement, les masseurs des hammams aidaient les clients à se laver en les frottant et les savonnant. Ce lieu a également un rôle social, avec une salle spécialement dédiée au repos. Antonio Orihuela est le directeur de l'école d'études arabes de Grenade. Pour lui, ces hammams diffèrent des bains romains par leur dimension spirituelle. L'islam prévoit 2 types d'ablutions précédant la prière ou certaines célébrations. Les ablutions majeures ou mineures. Les mineures consistent seulement à se laver le visage, les mains, les avant-bras et les pieds et peuvent s'exécuter dans le patio d'une mosquée ou dans une fontaine basse. Mais les majeures, qui englobent tout le corps, doivent être pratiquées dans un lieu clos. Pour cela, le hammam est le lieu idéal. La purification totale du corps doit être pratiquée, par exemple, après des relations sexuelles, mais aussi pour certaines fêtes, parmi les plus importantes, comme la fin du Ramadan, dont les circonstances requièrent une purification particulière. Lié à la spiritualité, le rite du hammam est régi par des règles strictes. Par exemple, il est interdit aux hommes et aux femmes de fréquenter les bains ensemble. Dans les bains andalous, les gens n'étaient pas dénudés, mais couverts par un linge. Et quand ils devaient se laver, ils se mettaient de dos, de façon à ce que la nudité ne soit pas inappropriée ou suggestive. Et puis, il n'y avait pas cet imaginaire occidental qui relie les bains à une problématique érotique. Ce serait la même chose que si on disait, de nos jours, que sur la plage, il y a de la sexualité. Ça pourrait être vrai pour quelqu'un de pas très équilibré, mais pour la majorité des personnes, ce n'est pas le cas. Sur la colline en face de l'Alhambra, les souverains de Grenade se font construire à la moitié du XIIIe siècle un palais d'été, le Generalife. Ces jardins sont uniques. Contrairement aux jardins occidentaux, plutôt conçus pour la promenade,
les jardins islamiques sont aménagés pour la contemplation. Cristobal Romera Fernandez est le maître jardinier du général Ifé. Il veille sur ce domaine depuis 32 ans. Ici, les gens n'entraient pas. C'était le lieu du sultan où il aimait fuir la cour. J'imagine que toutes les cours du monde sont un peu étouffantes. Il y avait beaucoup de luttes de pouvoir. Et donc le sultan, qui, au final, était un être humain comme les autres, et pas un homme d'un autre monde, voulait se détendre, se retrouver en tête-à-tête avec lui-même, et peut-être chercher l'inspiration pour gouverner au mieux. Le jardin musulman se veut le miroir du paradis promis par le prophète Mahomet. Le choix des espèces plantées est symbolique. Le grenadier représente la vie et l'espoir, par exemple. On donne beaucoup d'importance à la couleur, mais il faut aussi prendre en considération la forme. Car quand le vent bouge, il a sa vie propre. Il y a une harmonie dans ce jardin. L'ensemble doit avoir une harmonie que nous, comme les Arabes, nous efforçons de rechercher. Nous recherchons un lieu agréable, de façon à ce que lorsque les gens viennent, ils se sentent caressés par la beauté, par leurs sens et les odeurs aussi. Voilà une fleur qui s'appelle sarriette et qui s'utilise pour assaisonner les olives. L'odeur, la couleur, tout est un peu lié. À l'Alhambra, comme dans ce palais d'été, se trouvaient des gens pourvus d'une grande culture et très raffinés. Nous ne sommes que de petits imitateurs de ces gens qui nous inspirent. L'eau est l'âme du jardin. Elle est omniprésente. La rampe de cet escalier est creusée en rigole. Au moment de la prière, le sultan pouvait ainsi y faire ses ablutions. Les champs du général Ifé sont toujours cultivés. On y produit notamment du raisin. C'est l'un des seuls potagers au monde en activité continue depuis plus de 8 siècles. Félix Garrido Carretero travaille dans le respect des traditions apportées par les musulmans. Ce que l'on produisait à l'époque d'Al-Andalus était très proche, car les cultures que nous avons ici sont les mêmes qu'autrefois. Nous avons les vignes les plus anciennes, nous avons les artichauts qui viennent des Arabes, les aubergines, l'ail, les petits pois qui viennent aussi des Arabes. Bon, on ne sait pas précisément à quoi cela ressemblait, mais cela devait être à peu près similaire. Les Nasrides étaient originaires du désert. Ils ont développé une véritable expertise dans la gestion de l'eau. Ils l'acheminaient depuis la rivière Daro grâce à des roues à eau, des puits, des bassins, des canaux secondaires. Ils irriguaient ainsi 11 hectares de culture. Les jardiniers utilisent toujours les mêmes techniques qu'à l'époque d'Al-Andalus. Il ne faut pas gâcher l'eau, car on n'en a pas tant que ça. Il faut utiliser ce dont nous avons besoin. Et quand on travaille, on humidifie ce qui est sec, puis on ramène l'eau au Rio Daro. Le reliquat d'ici retourne au Rio Daro. Je crois que cette gestion de l'eau est un héritage des Arabes, car d'après ce que je sais, il y avait pas mal de sécheresse. L'eau est très précieuse et on essaye de l'économiser, comme ce que l'on fait ici. Les Nasrides ont aussi développé une véritable gastronomie. En face du général Ifé,
nous accédons à un restaurant situé dans l'enceinte de l'Alhambra. Il est installé dans un ancien palais, converti ensuite en monastère chrétien. Pues marchan cuatro, con 4 menús nazarí, que empiezan con bregua, harira, le sigue con la lubina yamali, termina con el jarrete estofado. Il y a quelques années, en 2008, des chercheurs de l'université de Grenade ont traduit ce document, un traité de gastronomie datant de 1414 et contenant des recettes de cuisine. C'est devenu une véritable source d'inspiration pour le directeur de l'établissement et son chef. Podemos empezar por aquí. Cogemos el eneldo para el salmón. No, pero no vamos a cortar todavía. Vamos a el eneldo para el salmón marinado del desayuno. Pendant des mois, ils ont étudié ces recettes de cuisine conçues il y a 700 ans. On y apprend que les Nasrides utilisaient beaucoup d'herbes aromatiques. Elles avaient de multiples vertus. À l'époque nasride, tous les aliments étaient corrélés non seulement avec la nourriture, mais aussi avec la santé du corps. Par exemple, la sauge qu'on utilise surtout dans des recettes de volaille ou de gibier. On sait aussi qu'ils l'utilisaient pour la mastiquer, quand la pâte dentifrice n'existait pas. Et ça servait à parfumer la laine. Ponemos la cebolla. Autre particularité de la cuisine nasride, son assaisonnement. La cuisine arabe utilise beaucoup les épices. Ces plats viennent de la recette du royaume nasride de Grenade. Mais aujourd'hui, on ne pourrait pas manger des plats aussi épicés que ceux-ci. Juan Carlos teste aujourd'hui un dessert, le sorbet à la myrte. Creo que esta vez está un poquito más dulce que en alguna otra preparación, pero muy rico. La tradition du sorbet vient de la mise à profit des neiges de la Sierra Nevada pour rafraîchir les boissons ou confectionner cette spécialité glacée qui consistait en un granité de neige agrémenté de sirop ou d'un jus de fruits. Con un poco de sirope o jugo de frutas. Les personnes qui s'occupaient de cette tâche se nommaient les neveros. Ils montaient de nuit à dos de cheval pour recueillir la neige, puis la redescendre à Grenade avant l'aube. À quelques mètres, nous entrons dans l'un des lieux légendaires de l'Alhambra, une véritable tour-palais. Cette tour richement décorée qui se trouve sur l'enceinte de l'Alhambra s'appelle la Tour de la Captive. Elle tiendrait son nom au fait qu'une jeune chrétienne, Isabelle de Solis, y aurait été enfermée par le roi Muley Hassen, qui en était follement amoureux. Pour elle, il va déshériter sa première femme, Aïcha. Il va demander à Isabelle de se convertir. Ensemble, ils auront plusieurs enfants. Mais cette union va déclencher une véritable crise politique. En effet, la cour craint qu'il ne déshérite ses propres enfants, parmi lesquels se trouve le fameux Boabdil. Boabdil qui finalement régnera après son père et deviendra le dernier souverain musulman d'Espagne. Au début du règne de Boabdil,
Grenade résiste encore, mais le royaume d'Al-Andalouse vit ses dernières heures. Le temps de la grandeur nasride s'achève définitivement 10 ans après son accession au trône. Nous sommes en 1492. Après des mois de négociations, les rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, finissent par triompher. Ils entrent dans Grenade dans la nuit du 1er au 2 janvier. Au petit jour, Boabdil leur livre les clés de la ville. Cette capitulation a été actée dans un traité. Ce traité est précieusement conservé aux archives de Grenade. Ce document, le voici. Il date du 30 décembre 1492 et il est signé par les rois catholiques, c'est-à-dire Isabelle Ier et son mari Ferdinand. Il n'y a pas ici, sur ce document, la signature de Boabdil. Et pourtant, ce document a été réalisé en présence du vizir de Boabdil. Alors, il est très précieux. D'abord, il met un terme à 7 siècles d'occupation arabe, ici en Espagne, mais il est d'autant plus précieux parce qu'il nous révèle toutes les mesures juridiques qui sont prises par les rois catholiques pour préserver les droits des morts. À savoir, ils vont pouvoir garder leur religion, ils vont pouvoir garder leurs biens et certaines de leurs armes. Et les rois catholiques entendent ainsi démontrer que la cohabitation entre les morts et les chrétiens est possible. Cette cohabitation, malheureusement, ne durera pas très longtemps, une dizaine d'années, puisque, en 1502, eh bien, les catholiques vont demander aux morts de se convertir au christianisme ou de s'exiler. Sur le chemin de l'exil, le roi Boabdil se serait retourné en pleurant vers la capitale de son royaume perdu. La légende raconte que sa mère lui aurait dit alors « Ne pleure pas comme une femme, ce que tu n'as pas su défendre comme un homme. » Voilà, fin de cet épisode du Grand Tour et de ce voyage de Cordoue à Grenade en passant par Séville et le Portugal. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site internet. Fin de l'épisode, mais le voyage continue. C'est par la fin que tout commence. À bientôt. Come on, folks.